Attention, cet épisode évoque des scènes de violence. Moi, j'aurais utilisé le coup physique, je la prie de tout, je lui donne des baffes, je la frappe avec la ceinture. Et après, voilà, ça va lui apprendre. Moi, je suis d'accord parce que c'est bien qu'on frappe les gens parce que comme ça, ils vont bien comprendre. Voilà, comme les parents, eux, ils frappent. Donc après, nous, on comprend bien. Si elle t'écoute pas, faut un peu la crier dessus. Tu peux être un peu nerveuse, comme ça, elle comprend. J'ai demandé à des enfants ce qu'ils feraient à ma place quand ma fille de 4 ans ne veut pas m'écouter. Qu'est-ce qui fait qu'à 8 ou 9 ans, ils m'incitent aussi naturellement à être violente avec mon enfant ? Mon papa, il me donnait des fessées, mais je m'en souvenais. Et mon papy aussi, je m'en souviens toujours. Ça m'a fait beaucoup mal. Et à chaque fois que je pleure, je pense à ça. Ça m'a marqué. Moi, il y a des personnes qui me tapent avec la ceinture, avec les mains, ou parfois ils me tapent avec un balai. On a tous été enfants. Ce que vous entendez, je sais que beaucoup d'entre vous pourraient le raconter. Peut-être que vous vous dites que c'est pas grave, que vous aussi vous en avez reçu des coups, que vous en êtes pas mort. Peut-être que vous pensez que ces raclées, ces humiliations, vous les aviez bien méritées. Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants. Peut-être même que vous pensez que ça vous a aidé à devenir ce que vous êtes. Lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles. Lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter. Lorsque finalement, les jeunes, méprisant les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien et de personne, alors c'est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie. Je suis convaincue que la plupart des parents veulent le bien de leurs enfants. Mais je pense qu'on est tous empêtrés dans ce paradoxe. Vouloir leur bien et leur faire du mal. Des gifles, des fessées, des tapes, des cris, des humiliations, c'est ce qu'on appelle des violences ordinaires. 81% des parents disent en utiliser sur leurs enfants. Quand ça arrive, c'est souvent qu'on est à bout, dépassé. Pourquoi tu te mets dans des états pareils ? C'est toi l'adulte. Tu devrais pas arriver à des états d'énervement, mais pour rien en plus, quoi. Mais on frappe rarement son patron, le commerçant du coin ou sa mère quand il nous exaspère. Alors qu'est-ce qui fait qu'on passe à l'acte sur nos enfants ? En signant la Convention internationale des droits de l'enfant en 1989, la France s'est engagée à prendre toutes les mesures appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence. D'atteinte ou de brutalité physique ou mentale, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle. Alors pourquoi continue-t-on d'infliger tant de violence aux plus vulnérables d'entre nous ? Qu'est-ce qui, dans notre société, nos institutions, nos façons de fonctionner, rendent possibles ces violences ? Je suis Lolita Rivet, journaliste, mère de famille et prof des écoles, et je cherche comment faire pour qu'on respecte enfin les droits des enfants. Qui c'est qui commande ? Une série documentaire de Lolita Rivet sur les enfants et leurs droits. Épisode 2. C'est pour ton bien. Une grand-mère qui tire son petit-fils de 2 ans par le bras en lui criant qu'il est insupportable et qu'elle va tout raconter à ses parents. Un père qui secoue sa fille de 6 ans sanglotante par les épaules en lui hurlant dessus à 2 cm du visage. Une mère qui menace son fils de 11 ans de le gifler parce qu'il n'arrive pas à faire ses devoirs de maths. Un père qui tire violemment sur la queue de cheval de sa fille adolescente parce qu'elle ne lui a pas obéi assez vite. Une mère qui arme son bras et frappe son fils de 10 ans sur la tête, sans un mot, pendant qu'il essaie de se protéger. J'ai assisté à toutes ces scènes dans la rue ou dans les transports. Alors imaginez ce qui arrive entre les 4 murs d'une maison.
Parmi toutes ces violences, il y en a qui sont extrêmes, en effet, qui relèvent de la maltraitance, mais d'autres, comme une petite tape sur les mains, qui paraissent complètement anodines, qu'on ne remarque même pas comme telles. Donc il y a toute une gamme, si vous voulez, de la petite tape au coup de ceinture, par exemple. Daniel Delanoë est psychiatre, anthropologue et membre de l'Observatoire des violences éducatives ordinaires, l'OVO. En 2017, il publie Les châtiments corporels de l'enfant. Ces violences s'intègrent dans ce qu'on appelle la violence éducative. Donc il y a ces violences physiques, mais aussi des violences psychologiques, des violences émotionnelles, qui sont beaucoup plus fréquentes, surtout actuellement. Les violences physiques semblent diminuer en intensité et en fréquence. Ce n'est pas forcément le cas pour les violences psychologiques. Une violence psychologique, c'est menacer un enfant. Si vous continuez à vous disputer dans la voiture, eh bien on va s'arrêter, on va vous laisser au bord de la route et on viendra vous chercher demain. Ça peut être des humiliations, ça peut être des insultes. Voilà, ça, on est vraiment dans les interactions du quotidien. Et ces violences éducatives sont invisibles, sont tellement intégrées qu'on ne s'en rend pas compte. Mon père, il dit, je dis des conneries. Et des fois, il dit, arrête, il me crie dessus. Et il me dit, moi, je dis des merdes. Parfois, je continue à faire des bêtises comme ça. Ils auront marre de me taper. Ils vont plus me taper quand je ferai des bêtises. Qu'est-ce qu'on ressent quand quelqu'un nous tape ? Qu'est-ce que tu as ressenti, toi ? De la tristesse, de la colère. Un peu de la peur. Sans vouloir. Oui, de la peur. Plus de la peur. Dans mes classes, je parle de leurs droits à mes élèves, et notamment celui de ne pas subir de violence dans leur famille. Et quand ils en parlent à leurs parents, ça ne passe pas toujours. Ta maîtresse, elle ment. Je fais qu'est-ce que je veux, t'es mon enfant. Si t'es pas contente, la porte, elle est là. Beaucoup de parents sont convaincus que les violences sont nécessaires à l'éducation. Alors, les parents ont l'idée que s'ils punissent pas leur enfant, il va mal se développer, il va devenir un délinquant. Daniel Delanoë reçoit des parents depuis 30 ans dans son cabinet. Un papa m'a dit, qui tapait violemment son fils, il m'a dit, vous savez, docteur, quand je vais dans la rue avec mon fils et qu'on voit passer un camion de police, je lui dis, tu vois, c'est pour ça que je te tape, parce que je ne veux pas te retrouver un jour au commissariat ou en prison. Donc les gens sont persuadés qu'en tapant leur enfant, ils vont lui apprendre à être un bon citoyen et pas à être un délinquant. Les parents pensent le faire pour le bien de l'enfant. On se dit, il faut imposer des limites à l'enfant et donc il faut le frustrer, il faut le contrôler, sinon ça va devenir justement un enfant tyran, un enfant roi. Donc il y a cette idée qui remonte à l'Antiquité que l'enfant est mauvais par essence. Est mauvais par nature. Et que si on ne le tape pas, il va devenir la cause du malheur de ses parents. On trouve ça déjà dans la Bible. Il y a des versets dans la Bible qui disent « Tape ton enfant, fouette-le, sinon cet enfant sera ton malheur pour toi. » Proverbe 22:15 de l'Ancien Testament. La folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. C'est parfois ce que dit la psychanalyse, par exemple, qui a beaucoup de qualités, qui a donné la parole à l'enfant. Ça a été aussi une découverte de l'enfant comme sujet. Mais pour Freud, c'est l'enfant est pervers polymorphe. Il faut le castrer symboliquement, dit Dolto, comme si l'évolution spontanée de l'enfant allait vers la construction d'un individu impulsif, manquant de respect, foncièrement égoïste. J'aimerais bien savoir ce que les enfants pensent de tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête ? Pendant plusieurs semaines, je me suis rendue en banlieue parisienne, au rugby olympique de Pantin, un club où les équipes sont mixtes. Tous les mercredis, avec 9 enfants, on s'assoit en cercle, je branche mon micro et ils me racontent comment ils vivent leur enfance. Ils ont entre 7 et 10 ans. Un jour, j'ai failli quitter, mais vraiment la maison de chez papi et mamie, tellement que j'étais énervée à cause d'Eva. Moi, je pars directement dans ma chambre. Je dis des gros mots, mais dans ma tête. Mais je dis pas devant les parents. Moi, je dis à ma mère, ton crâne.
Mais ça veut dire ta grosse tête. Dans ma tête, bien sûr. Des fois, quand ma mère, elle m'énerve, je vais dans ma chambre et des fois, elle me dit « Je vais te donner une baffe, attention ». Et après, moi, tellement je suis en colère, je dis « Ah ouais, tu vas me donner une baffe ?» Et ben, je l'attends, vas-y, mets-la moi. Et moi, je dis « T'es plus ma mère, t'es plus mon père, par exemple, ou t'es plus mes parents, quoi. » Et il y a une grosse chose que je dis beaucoup. Tellement que je suis énervée, je dis « Je vais me suicider ». Tellement que je suis énervée, je dis ça. C'est pas pour leur faire du mal, je le pense vraiment. Je pense que je devrais même pas être née, moi. Des fois, tellement que je suis énervée, je pense que je devrais même pas être née. Il y a des études qui ont porté sur les violences physiques et les violences psychologiques. Et les études ont montré que la claque et la fessée, en particulier, ont des effets sur le psychisme de nos enfants. Ça augmente l'agressivité, ça augmente l'anxiété, la dépression, ça diminue les capacités de concentration de l'enfant. Un enfant qui se concentre pas à l'école, un enfant qui est agressif, il faut voir s'il ne subit pas des violences éducatives. Ça favorise l'échec scolaire, ça favorise des maladies somatiques, ça favorise les maladies immunologiques, l'obésité, des troubles cardiovasculaires aussi. On a montré par des études de neuroimagerie cérébrale qu'il y a une altération des structures cérébrales qui permettent de contrôler l'impulsivité, qui sont responsables de l'empathie et du contrôle de soi. En 2015, le Conseil de l'Europe, organisme européen de défense des droits de l'homme, condamne symboliquement la France parce qu'elle ne prévoit pas d'interdiction suffisamment claire, contraignante et précise des châtiments corporels sur les enfants. En 2019, une loi interdisant les violences éducatives est enfin votée, 40 ans après la Suède. Les titulaires de l'autorité parentale ne peuvent pas user de violences physiques ou psychologiques à l'encontre de leurs enfants. La phrase sera bientôt ajoutée au Code civil. La proposition de loi contre les violences éducatives a été adoptée hier soir à l'Assemblée. Surnommée la loi anti-fessée, elle est très mal reçue. Qu'est-ce que ça recouvre ? Et le problème, c'est que ça recouvre des choses extrêmement larges. Et on confond tout. On confond tout. Et c'est une intrusion dans la vie des gens. Vous le disiez. Vous dites que ça dépouille les parents de leurs prérogatives. Pourtant, elle se résume en une phrase, intégrée à l'article 371-1 du Code civil. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Non, elle n'a pas été bien reçue au moment où elle a été votée. Avec toujours cette idée, finalement, du droit de correction. Mais qu'on retrouve encore aujourd'hui, cette question de droit de correction, que des violences légères, c'est pas grave, que ça se justifierait pour des questions pédagogiques, pour éduquer l'enfant. Claire Hédon, défenseur des droits. Non, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut avec un enfant dans sa famille. Non, c'est pas sa chose, c'est pas sa propriété, un enfant. Et c'est bien pour ça que l'État a un rôle de protection vis-à-vis des enfants. Malgré ça, en 6 ans, les pratiques parentales n'ont pas beaucoup changé. Et dans les médias, les discours qui prônent la violence sur les enfants résistent encore. Il y a des gens qui sont intervenus pour dire qu'une fessée sur la couche d'un enfant, vous savez, quand vous tapez comme ça, c'était inadmissible. Robert Ménard, 2024. Que quand même, on n'allait pas taper sur la main d'un enfant qui mettait les doigts dans la prise électrique. C'était pas du tout une claque violente. François Bayrou, Premier ministre, 2025. C'était une tape, en effet, de père de famille. Pour moi, ça n'est pas de la violence. Aujourd'hui, la loi de 2019 reste une loi de papier. Il est extrêmement rare que des parents soient condamnés par la justice pour des violences ordinaires sur leurs enfants. En avril 2024, la Cour d'appel de Metz a même relaxé un père de famille policier condamné en première instance pour des violences sur ses enfants. Des gifles, des fessées, des étranglements, plaquages contre le mur. Et ça, au nom du droit de correction. Les juges ont estimé que les violences avaient été proportionnées aux manquements commis. Les enfants n'avaient pas bien rangé le linge, avaient eu des mauvaises notes à l'école et n'avaient pas obéi assez vite à leur père. Des recours ont été déposés devant la Cour de cassation.
À cette époque, maintenant, les parents, ils ont plus le droit de taper les enfants, mais il y en a quelques-uns qui continuent. En tout cas, moi, je dis, les parents, quand ils sont fâchés, là, c'est trop, là. Parce qu'ils nous frappent avec du chargeur, des ceintures. Et nous, ça nous fait mal. Ils pensent que ça nous fait pas mal. Nous, on n'est plus à l'époque. On n'a pas le droit de frapper les enfants. Et eux, ils disent, c'est pour notre bien. Est-ce que ça, c'est normal ? Moi, la fatigue, je la gère très très mal et ça génère beaucoup de cris. Ça m'est arrivé de pousser mes enfants. Forcément, c'est à ce moment-là qu'ils trébuchent et qu'ils s'ouvrent la lèvre. Donc... Je suis allée à Nantes rencontrer des parents qui ont des jeunes enfants. Moi, c'est Lou. Je suis Julien. Auria. Maëla. Et Charlotte. Bienvenue à toutes et tous. Du coup, on se voit aujourd'hui pour cet atelier qu'on a appelé « Comment accompagner ses enfants sans violence ». Moi, je suis Caroline Robineau, je suis consultante en parentalité et formatrice depuis 7 ans. On est assis en cercle sur des chaises, on ne se connaît pas. À titre personnel, moi je crois que j'ai compris ce qu'était vraiment, enfin en tout cas ce qu'était la violence éducative ordinaire. Il y a vraiment pas si longtemps que ça, depuis que globalement j'ai commencé à cheminer vraiment sur ma parentalité. Je crois qu'avant, c'était pas de la violence pour moi ce qui se passait avec mes enfants. Pourtant, je punissais, je mettais au coin, je criais très régulièrement. Il est arrivé, alors peut-être pas moi, mais peut-être mon mari, de faire une douche froide carrément à un de mes fils. Pour moi, la violence, c'était seulement la fesser et taper, quoi. Et en fait, quand j'ai compris que la violence, c'était aussi dans ce que l'on pouvait observer des rapports, par exemple, entre nos parents, assister à des disputes quotidiennes ou très régulières de nos parents, c'est aussi de la violence. Assister à, par exemple, mon père qui tape mon animal de compagnie, mon chien, très fort, c'est aussi de la violence que moi, j'ai vécue. Quand j'ai pris conscience de tout ça, je me suis dit, mais en fait, j'ai vécu beaucoup de violence et j'en ai fait vivre à mes enfants. Moi je m'appelle Lou, j'ai 2 enfants, je suis accessoirement autiste TDAH et mes enfants le sont probablement aussi, donc ça rajoute un bon niveau de difficulté autant pour moi que pour eux. Il y a 2 comportements que j'aimerais changer, c'est d'abord la violence parce que je crie facilement. Je me fâche facilement et il y a des fois où il y a des petites tapes sur la cuisse qui peuvent partir. Ce qui est difficile dans la parentalité, c'est d'être dans l'accueil de mes enfants, de leurs émotions, des courbes comme ça. En même temps que moi, j'ai mes courbes avec une maladie chronique, donc pas toujours la capacité à accueillir. Et donc, où je finis par gueuler parce que je peux plus, mais j'essaye de verbaliser en disant là, maman, il y a plus, là, maman, on n'existe plus, je ne veux plus entendre maman, vous m'oubliez, je stop. Des fois, je m'énerve en 2 secondes et demie et je me dis, mais pourquoi tu te mets dans des états pareils ? C'est toi l'adulte. Tu devrais pas arriver à des états d'énervement, mais pour rien en plus, quoi. Et je crie souvent, ça j'aimerais réussir à crier moins. Et puis j'ai eu des moments aussi où voilà, je l'attrape par le poignet, je la tire parce que là faut y aller. Et ça, ouais, beaucoup de culpabilité après des gestes comme ça et à me dire mais il faut que j'arrive à faire mieux, quoi. Je dis on veut mettre les enfants dans des cases aussi et il faut de toute façon que les enfants ils soient calmes, qu'ils écoutent, qu'ils respectent les règles, tout ça, et finalement on leur laisse pas la liberté de s'exprimer, dans la société en général. Donc je pense que ça joue aussi sur le fait que nous après il y a toute la patience, tout ça, tout le jugement autour de nous, tout ça, on se dit là qu'est-ce qu'on va dire de nous, tout ça, ça rentre en compte aussi. Allez, on rentre là. On rentre. Tout le monde rentre. On met pas les chaussures. J'ai pas dit de mettre les chaussures. Est-ce qu'il y a des enfants qui mettent leurs chaussures ? Non. On met pas les chaussures. On va en regroupement. Qu'est-ce que vous faites ? Stop. Stop. Tu lâches ça ? Chut. Qui est ça ? Qui est dehors là ? Moi aussi, je crie parfois en classe. Quand je me sens dépassée, impuissante, fatiguée. Il m'est aussi arrivé d'être violente physiquement. De saisir un enfant par le bras quand il ne m'écoute pas après 10 répétitions. C'est quoi ça ? C'est quoi ces découpages là ? Pas possible. C'est n'importe quoi. Mais c'est quoi ce bazar là ? Qui a découpé tous les coloriages ? Quand ça arrive, quand la colère éclate, je vois la peur sur leur visage. Un changement soudain dans leurs yeux. Et ce regard-là, il me fait immédiatement redescendre. Non, ça va dans le casier ça. Quand ça m'arrive, je m'excuse, je rassure l'enfant. Mais voilà, le mal est fait.
Je sais ce que mes éclats doivent à ma fatigue, mais aussi aux conditions anormales dans lesquelles on nous met. Les conditions matérielles dans lesquelles on s'occupe des enfants favorisent la violence aujourd'hui. Si on était plus nombreux à s'occuper d'eux, si on travaillait moins, qu'on était reposé, moins stressé, si on avait plus d'espace et plus de temps, de relais aussi, je suis convaincue qu'on supporterait mieux la vitalité des enfants, leur excitation et leurs cris. Les enfants, c'est un peu la décharge publique de notre épuisement, la station d'épuration de nos frustrations, de nos échecs, de nos traumas. Avoir du pouvoir sur eux, ça nous donne l'illusion d'en avoir un peu plus sur nos vies qui nous échappent. Est-ce que ça marche mieux quand je vous crie dessus ? Non, parce que non, on a hein. les oreilles. Bah ouais, puis c'est pas agréable quand quelqu'un vous crie dessus. Si on crie très fort. En plus, moi je vous dis de pas crier, donc si je crie... Pour autant, je pense que la fatigue et le stress ne sont pas les seules raisons qui font que je craque. La violence, elle survient aussi parce qu'elle est possible, parce que je me l'autorise. Je pense que si on se permet de traiter les enfants comme ça, c'est aussi parce qu'on peut le faire, parce qu'ils ne vont pas se défendre. Cette différence de traitement qu'on fait entre les adultes et les enfants, c'est ce qu'on appelle la domination adulte. Les sciences sociales se penchent dessus depuis peu en France. C'est le psychologue américain Jack Flasher qui, en 1978, a défini l'adultisme comme le pouvoir que les adultes ont sur les enfants, fondé sur la croyance en une infériorité naturelle des enfants. Pour comprendre, il suffit de faire le parallèle avec le sexisme. L'adultisme, c'est le fait de considérer que les adultes sont supérieurs aux enfants, comme le masculinisme considère que les hommes sont supérieurs aux femmes. Donc, être enfantiste, c'est se battre pour que les enfants aient la même reconnaissance et les mêmes droits que les adultes. Et cette domination des adultes sur les enfants, c'est pas seulement les violences qu'on leur fait subir. C'est beaucoup plus large. C'est un continuum. C'est leur parler de manière peu respectueuse, se moquer de leur façon de s'exprimer, ne pas écouter leur avis, les toucher comme bon nous semble. Alors, cette idée que la petite tape ou la petite fessée, c'est absolument pas pareil que la torgnole ou la raclée, dans l'absolu, c'est vrai, c'est pas pareil. Marion Querc, spécialiste des droits des enfants. Mais le problème, c'est que les violences faites aux enfants, c'est une pyramide. C'est-à-dire qu'en bas, on va avoir le socle de la pyramide avec peut-être l'humour constant sur les enfants qui déprécie les enfants. Ensuite, on va avoir les comportements coercitifs du type de pas se laisser marcher dessus, de les punir, de voilà. Ensuite, on va augmenter, comme ça, on va tomber sur peut-être les violences psychologiques. En gros, ça va faire crescendo comme ça. On va arriver aux violences physiques, les petites violences physiques, les petites entre guillemets. Puis après, on va avoir les grosses violences physiques. Et puis après, on va avoir les infanticides, quoi. Donc, de la même manière qu'en fait, on peut dire une main aux fesses, c'est pas un viol. Oui, mais le problème, c'est que si on se met à accepter les mains aux fesses et qu'on dit bon, une main aux fesses, c'est pas. Voilà, bon. Et ben le problème, c'est que les médias vont commencer à dire bon, les mains aux fesses, c'est rien. Si la main aux fesses n'est plus un sujet, et ben les statistiques de viol vont exploser. Parce qu'en fait, on crée une tolérance, on ouvre une petite fenêtre, et après, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Parler de continuum dans les violences faites aux enfants, c'est une façon d'éviter de tomber dans l'opposition entre d'un côté des enfants violentés, maltraités, et de l'autre côté des enfants qui seraient épargnés. Gabriel Allégret est doctorant en sciences sociales à l'ENS de Lyon. Du point de vue de la domination adulte, tous les enfants sont concernés dès leur naissance par ce système de domination. Et donc tous les enfants vont y être exposés à certaines formes de violence, mais à des degrés qui vont être très différents. Ce continuum, ça permet aussi de se remettre en question en tant qu'adulte et d'éviter de reproduire une distinction entre les bons adultes versus les mauvais adultes, les adultes qui sont violents et les adultes qui sont non violents. Certains de ces adultes, bien sûr, vont avoir des comportements qui sont extrêmement graves. D'autres adultes vont péter un câble pendant 30 secondes puis ensuite se ressaisir, mais en fait, on est toutes et tous prises dedans. Et si on veut aller vers une société qui soit plus égalitaire dans les rapports entre adultes et enfants, c'est très important de réfléchir à comment est-ce qu'on se situe à la fois sur le continuum de ce qu'on a subi et comment est-ce qu'on se situe sur le continuum de ce qu'on est en train de reproduire.
Mais si les parents nous frappent, c'est pas leur faute, parce que c'est leurs parents qui ont appris à frapper les enfants. Parce que les parents tapent leurs enfants, et quand ils grandissent, ils nous tapent. Et pourtant, les parents ils disent qu'on arrête de taper, mais c'est eux qui nous montrent l'exemple. Les violences, c'est un cercle vicieux. Une chaîne infernale. Certains enfants les reproduisent à leur tour, sur plus petits qu'eux, sur leurs camarades. T'as fait des bêtises, tu vas aller au coin, ok? T'as compris? T'es pas bien, hein? T'es pas bien, hein? Sinon, je vais appeler les autres maîtresses et après, tu vas aller au bureau de la directrice. Allez, va chercher cette vite. Et en grandissant, sur leurs partenaires, voire sur leurs propres enfants. Essayons de nous rappeler de ce que nous avons subi enfant. Des petites humiliations aux grandes violences. Et demandons-nous, qu'est-ce qu'à notre tour, nous faisons subir comme injustice aux enfants? On n'est pas là pour se flageller ou culpabiliser, mais pour prendre conscience du rôle qu'on joue, chacun à sa façon, dans ce grand théâtre de la domination adulte. Pour peut-être changer un peu de façon de faire, pour briser une chaîne, voire pour ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de nous. Il disait qu'il m'aimait. Il disait que c'était pour pouvoir exprimer cet amour qu'il me faisait ce qu'il me faisait. Il disait que son souhait le plus cher était que je l'aime en retour. Il disait que s'il avait commencé à s'approcher de moi de cette manière, à me toucher, à me caresser, c'est parce qu'il avait besoin d'un contact plus étroit avec moi, parce que je refusais de me montrer douce, parce que je ne lui disais pas que je l'aimais. Ensuite, il me punissait de mon indifférence à son égard par des actes sexuels. Il me promettait que, tant que j'en parlerais à personne, il ne ferait rien aux autres enfants. Neige Sino, Triste Tigre. Toutes les 3 minutes en France, un enfant est agressé sexuellement. D'après les chiffres de la Civise, la commission indépendante sur les violences sexuelles et l'inceste, au moins 1 enfant sur 10 est concerné. C'est-à-dire en moyenne 2 à 3 enfants par classe. C'est sûrement plus en réalité, parce que ces chiffres s'appuient sur les déclarations d'adultes qui s'en souviennent. On ne comptabilise pas ceux qui ont fait des amnésies traumatiques, ceux qui sont morts prématurément, les gens qui sont à la rue, pourtant surreprésentés dans les parcours de vie violents, ni même ceux qui n'osent pas en parler du tout. Et plus les enfants sont vulnérables, ou rendus vulnérables par exemple parce qu'on les place dans des institutions, plus ils sont attaqués. Ainsi, les enfants handicapés sont jusqu'à 5 fois plus exposés aux violences sexuelles que les enfants valides. En fait, les violences sexuelles subies par les enfants sont un phénomène beaucoup plus ordinaire, sinon banal, que les représentations qu'on peut en avoir. Simon Protard est doctorant en sciences politiques à l'ENS de Lyon. Il a travaillé sur les rapports sociaux d'âge, les violences sexuelles et la protection de l'enfance. Pour lui, la médiatisation des affaires de violences sexuelles s'est focalisée sur un seul type d'agresseur, empêchant une prise de conscience collective. Depuis les années 80-90 particulièrement, il y a eu un travail médiatique qui a permis de construire une figure qui est celle du pédophile. Le pédophile qui est généralement donc quelqu'un qui viole les enfants et potentiellement qui les tue, qui est souvent représenté comme un homme blanc d'une 50aine d'années, potentiellement qui a un imperméable, une camionnette. Or, cette figure-là, elle s'appuie sur un certain nombre d'affaires isolées particulièrement spectaculaires, mais qui ne traduisent pas du tout la réalité banale et ordinaire des violences sexuelles subies par les enfants, qui sont en fait majoritairement le fait d'hommes, de la parenté ou du cercle proche, pratiquement toujours d'hommes qui sont connus des enfants. Dans 92% des cas, les enfants connaissent leur agresseur. C'est un père, un oncle, une tante, un cousin, un grand-père, ou encore un entraîneur, un prof, un voisin. Une des principales difficultés que pose cette focalisation sur la figure du pédophile, c'est qu'en fait, en construisant le danger comme quelque chose d'extérieur aux familles, on détourne
collectivement le regard de ce qu'est la réalité des violences sexuelles subies par les enfants. Et donc on peut aller jusqu'à se poser la question, quelle est vraiment la fonction de ces figures médiatiques-là ? En tout cas, un des effets qu'on peut observer, c'est qu'elles permettent la perpétuation de violences sexuelles sur les mineurs. Ne pas regarder le problème en face, ça nous empêche de lutter contre. On est tous horrifiés par ces chiffres. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que ça change ? Est-ce qu'on dit aux enfants que c'est interdit ? Est-ce qu'on les écoute quand ils nous racontent ? Une des clés pour informer les enfants et prévenir les violences, c'est de faire de l'EVARS, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. C'est obligatoire depuis 2001 pour toutes les classes dans toutes les écoles. Mais la loi est très peu appliquée, notamment parce que des mouvements réactionnaires s'y opposent farouchement. Je me demande comment vous pouvez tolérer que les supports pédagogiques proposés à nos enseignants expliquent à nos enfants de 11 ans l'art de la fellation pour arriver à l'orgasme ou les initient à la pratique de l'anulingus. C'est surréaliste. Tout ceci est évidemment faux. Ces résistances, elles peuvent être expliquées en partie par le fait que la réalité statistique des violences est absolument incompatible avec l'idée de la famille telle qu'elle domine dans notre société, à savoir un espace de protection, d'épanouissement, d'amour. Accepter que la famille est un cadre privilégié des violences, c'est une remise en cause qui serait potentiellement trop forte de ce socle idéologique qu'est la famille aujourd'hui. Si on envisage les choses vraiment sous le prisme de la domination adulte, on peut aussi dire que, en défendant la famille, les adultes défendent un mode d'organisation sociale dans lequel ils sont dominants. Et que donc, les remises en cause de la famille sont souvent des remises en cause du pouvoir des parents. Dans Le berceau des dominations, une anthropologie de l'inceste, Dorothée Ducy présente les violences sexuelles comme l'expression la plus extrême de l'idée que le corps des enfants appartient à leur famille et aux adultes en général. Dans son rapport de 2021, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles a estimé le coût des violences sexuelles sur les enfants à presque 10 milliards d'euros par an. Loin de s'en tenir à ce constat, la Civise a émis 82 recommandations pour faire reculer les violences sexuelles. Parmi elles, systématiser le repérage des violences chez les enfants dans les écoles et par les médecins. Former tous les professionnels de l'enfance au recueil de la parole de l'enfant et aux réactions à adopter pour les protéger. Créer des lieux de prise en charge et d'accueil des enfants victimes et de leurs familles. Accompagner les agresseurs pour qu'ils n'agressent plus. Lancer une grande campagne d'information sur les droits des enfants. Et aussi, former les premiers concernés à réagir aux violences. Est-ce que vous savez pourquoi on est là ? Pourquoi vous êtes là ? Oui. On va apprendre à s'autodéfendre. Et se défendre contre quoi ? Contre les personnes qui nous embêtent. Le collectif féministe Clafoutis, créé en 2015, organise des ateliers d'information et d'autodéfense des enfants. Pour cette session à la Cité Fertile à Pantin, lors du festival enfantiste, une douzaine d'enfants de 5 à 10 ans sont venus participer. Donc là, on est là pour prévenir les agressions, donc pour empêcher qu'on fasse du mal aux enfants, qu'on vous fasse du mal. On va parler de quelque chose qui s'appelle subir une agression sexuelle. C'est quand quelqu'un vous touche votre sexe, donc le sexe ça peut être la zézette, la vulve ou le zizi, le pénis, ou quand quelqu'un vous touche les fesses ou autour, la poitrine et la bouche. C'est que l'agression sexuelle, c'est quand une personne nous touche et qu'ils n'ont pas notre consentement. On peut avoir dit oui, mais que ce soit quand même une agression. C'est interdit. Quel que soit ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit, c'est pas de notre faute. Bon, là, on va jouer cette scène. Donc ça va être Marjolaine qui va faire semblant d'être un enfant de votre classe qui s'appelle Sam. Et c'est Justine qui va jouer l'oncle de Sam. 1, 2, 3. Pour aborder les questions de harcèlement ou d'agression sexuelle, les animatrices de Clafoutis utilisent le théâtre forum, une technique d'éducation populaire. Elles jouent des scènes en faisant participer les enfants, puis modifient le scénario pour trouver des solutions ensemble. Ok, dans cette scène, à votre avis, comment s'est senti Sam ? Son oncle,
dans la scène, il lui a fait un bisou, sans lui demander. Et en plus, je crois que c'était sur la bouche. Il avait un peu de honte. Ouais, de honte. On dirait qu'il était stressé. Il baissait un peu la tête. Il lui a dit qu'il allait lui acheter des têtes de suite. Ça s'appelle du chantage et c'est pas du tout bien. Et en plus, à la fin, il lui dit ça sera qu'entre nous deux. En vrai, c'est bien qu'il le dise à un adulte. Qu'est-ce que Sam pourrait faire pour essayer de garder ses besoins ? Ses besoins d'être en sécurité, ses besoins d'être fort et ses besoins d'être libre. Essayer de se défendre en le tapant, en partant. Il peut tout simplement s'exprimer et dire non. Est-ce que vous pensez que c'est facile de dire non à un adulte ? Parfois. Ça dépend. Ouais, ça dépend. En tout cas, ce que nous, on veut vous dire, c'est que vous avez le droit de dire non. Ok ? Il pourrait dire à la tante. Voilà, donc il pourrait en parler à quelqu'un. Ça, c'est une idée très importante. En parler à un adulte. Je veux dire que c'est à son oncle de se comporter bien. Ce travail d'information sur les droits de l'enfant est absolument indispensable. Claire Hédon, défenseur des droits. Dans les enquêtes qu'on a pu mener, des enquêtes sur l'accès aux droits, c'est que une personne sur deux, si elle est en situation de voir une atteinte aux droits des enfants, ne fait rien, ne fait aucun recours. Mais par contre, la personne en fait un peu plus si jamais elle est au courant des droits des enfants. Donc la question de la formation, de l'information aux droits, que ce soit les adultes ou les enfants, est indispensable si on veut que les droits des enfants soient protégés. Informer les jeunes et les enfants sur leurs droits, c'est aussi ce que font les JAD. Bonjour. Les jeunes ambassadeurs du défenseur des droits. Ils sensibilisent près de 50 000 enfants chaque année. Et si dans le cas où il y a une photo qui circule de vous sur les réseaux sociaux ou autres, vous pouvez par exemple contacter le 3018 et ils peuvent essayer de supprimer ces contenus-là des réseaux, d'internet du coup. Par exemple, en 24 heures. Et vous pouvez aussi les contacter si vous êtes victime ou témoin d'harcèlement ou de cyberharcèlement. Les JAD se rendent dans des écoles, des foyers, des centres de loisirs ou des hôpitaux. À part une poignée d'associations, ce travail n'est pas collectivement pris en charge. Si bien que 62% des enfants ne connaissent pas l'existence de la Convention internationale des droits des enfants. Et parmi les enfants qui affirment la connaître, 2 sur 3 sont incapables d'en citer le contenu. On le fait ensemble ? À 3, 1, 2, 3. J'ai besoin d'être en sécurité. J'ai besoin d'être fort. J'ai besoin d'être libre. Former les enfants, c'est indispensable, mais pas suffisant. Les parents que j'ai rencontrés à Nantes ont tous dit la même chose. Il faut aussi s'occuper des adultes, les aider, les écouter, les soutenir. Déjà, je trouve qu'on doit s'éduquer nous-mêmes, parce qu'on n'apprend pas à pas être violent. Et puis la société nous aide pas, on n'est pas aidé, quoi. Je trouve que il y a tellement de choses à faire, même avant d'être parent. Moi, j'aurais adoré avoir, en parallèle de mes cours de prépa à l'accouchement, des cours de préparation à être parent non violent. Sur les questions de protection de l'enfance, si on veut avancer, il faut travailler sur la prévention. Et travailler sur la prévention, c'est prévoir un soutien à la parentalité. Et j'ai très envie de vous lire l'article 18 de la Convention internationale des droits de l'enfant qui dit, si élever un enfant, évidemment de la responsabilité première de ses parents, l'État doit accorder l'aide appropriée aux parents dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever leurs enfants. C'est ça le soutien à la parentalité. Ce n'est rien d'autre. Et donc c'est bien un droit de l'enfant. On pourrait penser que c'est un droit pour les parents, mais non, c'est un droit pour les enfants d'avoir des parents qui sont accompagnés en cas de difficulté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut plus de moyens dans les PMI, qu'il faut aussi plus de moyens pour des travailleurs sociaux pour faire ce soutien à la parentalité, qu'il faut un soutien à la parentalité bienveillant. Et donc de la bienveillance entre adultes, de comprendre aussi les difficultés que les parents peuvent rencontrer, qu'ils aient des endroits où ils peuvent parler librement. S'ils se sentent jugés en permanence, ils ne vont pas venir dans ces endroits de soutien à la parentalité. Si le risque, c'est que son enfant soit placé, ils ne viendront pas. C'est aussi toute la question, par exemple, de l'accès aux crèches. Il faut un accès beaucoup plus large à des systèmes de garde d'enfants, justement pour soulager les parents à certains moments. Et les réponses qui sont faites à des parents qui sont au chômage, à qui on dit vous n'avez pas le droit du coup à la crèche, ou vous n'avez pas le droit à la cantine, on le voit assez régulièrement. Mais à quel moment on a pensé que c'était dans l'intérêt de l'enfant de faire ça ?
va y aller. Soutenir les parents, les professionnels et les enfants, ça passera aussi par un changement de rapport à nos émotions. Ce qu'on apprend aux enfants très tôt, c'est que leurs comportements doivent être ceux qu'on attend d'eux. Et qu'en fait, peu importe leurs émotions, qu'on n'a pas très envie de s'intéresser à leurs émotions. Pour Lélia Benoît, pédopsychiatre et chercheuse à l'INSERM et à Yale aux États-Unis, on est tous et toutes des anciens enfants qui ont été brimés sur le plan de nos émotions. C'est pour ça qu'on a tant de mal à accueillir la colère et la frustration des enfants. Donc quand un enfant est puni, brimé pour ses émotions, en fait, ce qu'il apprend, c'est que ses émotions sont dangereuses. Que s'il sent monter de la colère, s'il sent monter de la tristesse, un sentiment d'injustice, et que temporairement il est un peu dérégulé sur le plan de son comportement, qu'en fait tout ça c'est très grave. Et ce qu'il va apprendre, c'est à se dissocier sur le plan émotionnel, c'est-à-dire à se couper de ses émotions. Quand il sent monter quelque chose, une émotion désagréable, il va s'en couper. Ce qui se passe avec nos émotions quand on les accueille, c'est qu'elles vont pouvoir monter comme une vague, et ensuite elles vont redescendre, elles vont s'écouler et elles vont s'apaiser. Et donc c'est une vague, mais c'est pas jusqu'à l'infini. À un moment donné, on arrive en haut et puis on redescend doucement. La plupart des gens ont déjà fait l'expérience en pleurant, parce que la tristesse est une émotion qui est quand même un petit peu acceptée. On sait que si on va pleurer, on s'isole pour pleurer, qu'en fait on va pleurer, et puis après ça va passer. On va se sentir fatigué mais soulagé, et que on va aussi avoir des nouvelles pensées qui vont venir à ce moment-là, des choses avec peut-être plus d'espoir, avec d'autres perspectives, etc. Puisque le corps a fait ce travail de digestion émotionnelle. Mais alors on fait quoi face à une crise d'enfant incontrôlable ? En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est les co-réguler. La manière dont on apprend, c'est que, au lieu de dire tu vas dans ta chambre et t'es en time-out puni tout seul, c'est de dire je vois que t'as une émotion forte et que t'arrives pas à te contrôler. Ça veut pas dire je vais te laisser tout détruire dans la maison. Ça veut juste dire je vois que tu as une émotion très forte que tu n'arrives pas à contrôler, on va aller ensemble dans ta chambre, on va s'isoler ensemble, je reste avec toi dans la chambre, je m'assieds par terre, et on reste ensemble jusqu'au moment où tu te sens mieux. Et d'ailleurs, je vais même te montrer que moi, pour me calmer, je prends des inspirations, je respire, je souffle, et voilà. Et en fait, on reste ensemble. Ça, c'est la co-régulation. Ça va. Ça va, mon cœur. Oh, t'es crevé là, Ce que nous explique Lélia Benoît donne une réponse à un grand débat qui avait eu lieu sur le time-out. Cette technique prônée par certains psys qui revient à dire à un enfant qui fait une crise « File dans ta chambre, je veux pas voir ça, reviens quand tu seras calmé ». Envoyer son enfant dans sa chambre parce qu'on n'en peut plus n'est pas un drame. C'est même bien si ça évite des violences. Mais penser que c'est comme ça qu'on lui apprend à apprivoiser ses émotions est une erreur. C'est tout le contraire. Quand on montre la co-régulation à l'enfant, petit à petit, au fur et à mesure des années, il apprend l'autorégulation. En faisant ça, on montre à l'enfant qu'il n'a rien fait de mal, que son émotion débordante ne nous fait pas peur. Et ça, c'est très important, que l'enfant sente dans le regard de l'adulte que l'adulte n'a pas peur de cette émotion. Et surtout qu'on ne le punit pas d'avoir été débordé de son émotion. On reste avec. Donc on va acheter les gâteaux au chocolat et après on va à la piscine. On fait comme ça ? On fait comme ça, chérie ? Ouais ? Oui, c'est comme ça. Allez, on récapitule. Qu'est-ce qu'il faut pour faire reculer les violences faites aux enfants ? 1. Changer notre regard sur l'enfant. Ne pas le voir comme un être qui agit contre nous, mais quelqu'un qui a besoin qu'on l'écoute et qu'on prenne en compte ses émotions. 2. Soutenir la parentalité, avec des cours pour devenir parent, mais aussi des moyens de garde accessibles pour tous. 3. Former correctement tout le personnel qui travaille avec les enfants et les payer dignement pour revaloriser ces métiers. 4. Systématiser le repérage des enfants qui vivent des violences et financer des parcours de soins et d'accompagnement. 5. Prendre en charge les agresseurs. Et pour finir, 6. Organiser de grandes campagnes d'information sur les droits des enfants et les former à se défendre. Si vous avez besoin d'aide dans votre parentalité,
vous pouvez appeler le numéro vert Allo Parents en crise au 0805 382 300. Dans l'épisode 3, on parlera de justice, celle qui protège les enfants victimes et celle qui juge les enfants auteurs de violences. Dès le plus jeune âge, il faut en revenir à un principe clair. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. On ne peut pas construire une justice des mineurs sur quelques actes particulièrement graves. C'est oublier qu'un mineur est un être en construction. Comment vous vous sentez à la fin de cet épisode ? Parlez-en sur vos réseaux sociaux et envoyez-le à vos proches pour ne pas oublier les enfants que nous avons été.